On est heureux d'accueillir Isabelle Garot, qui a accepté cet entretien, lequel a été remis pour cause d'élections municipales parce qu'on était tous plus ou moins bien pris sur la campagne. En tout cas, moi, je l'étais. Désolé d'avoir dû la reporter. On était présomptueux en pensant qu'on pouvait la tenir en pleine campagne municipale. Donc, je vais juste dire, présenter en deux, vous avez eu l'info, donc je vais juste la redire, hein. Isabelle Garot est philosophe et enseignante. Elle est autrice de plusieurs ouvrages qui portent sur l'œuvre de Marx. Isabelle, vous participez aussi à la revue Contretemps et à l'Institut La Boétie. Et ce soir, on s'est dit que vous alliez intervenir, on vous avez fait la proposition d'intervenir sur un communisme fédérateur et stratégique. On vous laisse la parole pendant à peu près 30 minutes, à la suite de quoi on ouvrira le débat. Euh, on posera une première question, peut-être pour le lancer, le débat, et puis on ouvrira le débat à tous les participants à l'entretien. Isabelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Bon, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur de la question qui m'est posée, mais je vais essayer d'en parler quand même. Vous m'excuserez d'avance, la situation en visio est vraiment assez peu confortable, donc je vais quand même m'appuyer sur mes notes. Ça sera un peu moins vivant que si on était tous ensemble, mais je pense que c'est mieux. En tout cas, pour moi, ça sera plus facile. Donc voilà, j'ai pris comme entrée dans ce thème la question de l'éparpillement des luttes qui est pas récent, qu'on peut constater aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de développer la manière dont l'analyse, et une analyse marxiste, peut nous aider à mieux comprendre cette situation et puis aussi peut nous aider à l'aborder sur le plan stratégique, non pas à la résoudre, parce que c'est un problème militant et ce pas un problème théorique, mais il me semble que la théorie aussi a son rôle à jouer aujourd'hui. Alors, mon propos est en trois parties, hein, assez classiquement, avec une petite introduction. Ensuite, je passerai par deux points qui, chez Marx, me paraissent d'une grande actualité, une approche qui me semble rester encore vraiment pertinente pour nous aujourd'hui. Et puis, je terminerai spécifiquement sur les questions stratégiques pour aujourd'hui. Normalement, ça tient dans 30 minutes, et n'hésitez pas à m'interrompre, à me signaler si je dépasse un petit peu le temps imparti. Alors, en guise d'introduction, je crois qu'on peut dire qu'on est tous confrontés donc, depuis longtemps à ce fameux éparpillement des luttes, à la difficulté à rassembler, à faire converger, hein, c'est le terme canonique maintenant depuis pas mal d'années, et on le voit là dans la période, dans la séquence électorale dans laquelle on est, à même simplement construire quelque chose comme un front commun contre l'extrême droite. Alors le tableau à l'échelle du monde, bah, il est encore pire. Et on le sait très bien ici, hein, je pense, mais pour le dire en deux mots, je crois qu'on peut, sans trop de risque de se tromper, dire que le capitalisme aujourd'hui nous embarque dans une trajectoire qui est réellement mortifère, qui va droit dans le mur et qui accélère toujours plus. Donc, face à l'ampleur des dégâts présents et des dégâts à venir, je crois que les solutions locales, aussi pertinentes et aussi sympathiques soient-elles, ne suffisent absolument pas. Il y a vraiment urgence. Il y a une urgence environnementale, hein, c'est un des aspects de l'urgence aujourd'hui, mais il y a une urgence humaine aussi, et les deux sont vraiment indissociables. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut le dire là aussi de manière un petit peu carrée, le communisme n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas un scoop, hein, on n'en est pas là. En revanche, je crois qu'on peut dire que si on entend par communisme une perspective d'abolition du capitalisme, en tout cas d'entamer quelque chose comme une trajectoire qui serait cela, alors en revanche, c'est absolument à l'ordre du jour. Et ce grand écart, cette contradiction entre ces deux choses, c'est-à-dire à la fois le communisme comme projet de société, l'idée qu'on va pouvoir le construire assez rapidement ou assez prochainement, et puis l'idée du communisme comme bataille, l'écart entre les deux, bah, c'est le lieu de la pensée stratégique, je crois. C'est le lieu de son retour aujourd'hui dans une situation pour nous qui est extrêmement difficile. Je dis nous, c'est la gauche de transformation sociale, disons, dans une situation qui est extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Alors, quelles sont les conditions de ce retour d'une réflexion stratégique?
Je crois que ce retour, c'est surtout un défi, hein. Quand on est militant politique, on se confronte à ça un petit peu tout le temps. On est dans un contexte qui est celui d'une hégémonie néolibérale persistante, fragile, en crise, mais persistante, sans adversaire à sa hauteur, avec des luttes sociales qui sont vigoureuses, mais qui sont éparses et qui sont globalement, en tout cas en France, relativement faibles par rapport à d'autres périodes. On est dans une situation aussi où se multiplient les alternatives qui sont élaborées sur un plan théorique, mais qui sont déconnectées de leurs conditions de réalisation. Et ça, je crois que c'est vraiment un des grands problèmes d'une politique de gauche, de transformation, de gauche radicale aujourd'hui. Donc je crois qu'il s'agit de réussir tous, hein, collectivement, bien sûr, à réinventer les voies et les moyens d'une rupture effective avec l'organisation capitaliste du monde. Pourtant, le capitalisme, de son côté, présente une cohérence redoutable, presque visible aujourd'hui, qui combine toutes les dominations et qui combine toutes les destructions de la nature et de l'humanité. D'une part, on peut dire que cette cohérence s'accompagne d'une mise en concurrence généralisée, des salariés contre les précaires, des citoyens contre les sans-papiers, des hommes contre les femmes, des blancs contre les non-blancs, etc. Alors, c'est une stratégie qui est ancienne, mais que le libéralisme, le néolibéralisme pousse à son comble en détruisant maintenant les liens sociaux de façon très profonde et en sapant même la dimension partiellement démocratique de sa domination sur les dernières décennies, en tout cas en ce qui concerne la France et l'Europe. D'autre part, on peut ajouter aussi que son emprise globale va de pair avec une crise qui est sans précédent, donc une crise d'accumulation, hein, si on utilise les concepts marxistes là aussi bien utiles pour diagnostiquer, une crise d'accumulation, je vais y revenir dans un instant, qui met en danger la reproduction du capitalisme lui-même. Ça explique aussi sa férocité, c'est que, il est lui-même en situation de crise et de crise extrêmement profonde, et cela met en danger donc à la fois sa reproduction comme mode de production, et la reproduction de la nature et la reproduction de l'humanité. Donc le mot de reproduction aujourd'hui, il est particulièrement central, je crois, parce qu'il permet de désigner ces trois processus qui sont interreliés: reproduction du mode de production capitaliste, reproduction de l'humanité et reproduction de la nature. Je vais y venir, ce sera le centre en fait de mon propos. Donc les enjeux aujourd'hui concernent vraiment de façon montante, hein, cette question de la reproduction et la façon dont on peut articuler. Je crois que c'est une des choses que le marxisme nous aide à faire, nous permet de faire particulièrement bien, articuler les questions de la production, les questions classiques du salariat et de la production, et ces questions de reproduction qui sont montantes aujourd'hui. Donc à la fois aborder cette question de l'organisation globale de ce mode de production, et puis surtout, et là aussi je vais y insister beaucoup, la dimension contradictoire de la vie sociale sous hégémonie capitaliste, contradictoire puisque ce capitalisme est travaillé, euh, pénétré de contradictions qui sont autant de lieux d'intervention politique potentielle. Donc, on peut dire ça autrement, les enjeux concernent aujourd'hui à un point probablement sans précédent nos vies et même la vie en général. Et cette urgence ne rend pas les choses en réalité plus simples ou plus lisibles pour notre camp social et politique, mais cela exige de développer, là aussi, je crois vraiment sans précédent, de développer ensemble la compréhension du moment historique et nos combats, et d'arriver à articuler ces dimensions, là aussi la marche est haute, on va dire, hein. Le travail qui nous incombe est difficile à réaliser, on en est tous bien conscients. Donc il s'agit de comprendre qu'on est face à un ensemble de cycles emboîtés les uns dans les autres, qui ne cesse en même temps de se déboîter. C'est ce que Marx analyse notamment dans le Capital, et d'engendrer des spasmes économiques, sociaux, politiques, des guerres qui se multiplient aujourd'hui, qui n'ont jamais cessé, à vrai dire, mais voilà, qui se multiplient et qui se rapprochent évidemment de l'Europe, ce qui n'est pas le cas depuis très très longtemps. Et on est donc dans une situation qui va bien au-delà de ce qui, en France, par exemple, sont nos querelles de chapelle, hein, on va dire ça comme ça, qui ont bien sûr des enjeux politiques, qui ont des causes, mais qui ne sont pas toujours à la hauteur du moment historique, réellement, du moment de bascule historique que notre monde est en train de connaître. Donc le néolibéralisme en crise constitue, je crois, la séquence la plus dévastatrice du capitalisme, hein. C'est un moment, un mode de gestion du capitalisme, le néolibéralisme,
caractérisée donc par un processus, hein, c'est très classique cette description, de financiarisation de l'économie, de marchandisation généralisée, de marchandisation de toutes les activités sociales, y compris maintenant du savoir et de l'ensemble des soins à la personne, des rapports aux autres qui entrent de plus en plus dans cette logique marchande. On est dans une séquence aussi donc de militarisation du monde, de répression des mouvements sociaux qui prend aussi une dimension militaire. On le voit en France depuis Hollande, hein, c'est pas Macron. Une séquence de destruction des conquis sociaux, de saccage de la nature, de montée et de remontée assez impressionnante, en dépit des luttes qui sur ce terrain-là sont puissantes, de remontée du sexisme, du racisme, de renforcement de l'exploitation, de la précarité, d'explosion des inégalités et de destruction de la nature. J'arrête là mon tableau déprimant. Mais justement, il s'agit de relier ces différents aspects par leur cause, je crois, pour réussir à les combattre et de ne pas s'en tenir à un tableau qui, sinon, reste justement déprimant et donc paralysant. Et cela suppose, je pense, j'en suis convaincue pour ma part, une approche théorique qui ne soit pas la description d'une cage d'acier, pour reprendre l'expression qui est celle de Max Weber, mais une analyse des contradictions. Une analyse que Marx avait produite en son temps et que toute la tradition marxiste a poursuivi, une analyse des contradictions qui rendent possible l'intervention politique et stratégique. Faute d'une telle analyse, je crois que le mot de communisme, qu'on voit un peu remonter ici ou là, hein, c'est assez intéressant parce que ça n'était pas le cas ces dernières décennies. Donc ce communisme, s'il n'est pas relié à une telle analyse des contradictions concrètes qui sont celles du monde dans lequel on est, risque fort de rester soit un vœu pieux, quelque chose de voilà, un petit peu grandiloquent et philosophique, car il y a toute une tradition qui s'inscrit dans cette veine-là, ou bien un label d'organisation et pas plus. Alors, pour que ça soit un projet vivant, ce communisme, je prétends évidemment pas avoir la clé du problème. Nous n'avons pas, nous, là, autour de nos ordinateurs, la clé du problème. Mais je crois que pour qu'on développe cette préoccupation qui nous est commune, il faut réussir à souligner donc l'importance d'une réflexion stratégique qui soit vraiment à la hauteur de ces défis et qui ne soit pas engluée, je dirais, dans les considérations d'appareil et qui ne soit pas non plus stratosphérique, planant glorieusement, ou plus ou moins, au-dessus de nos défaites, qui, elles, sont bien réelles. Donc mon point de départ, hein, vous l'avez compris, c'est la gravité de la situation. J'aime bien l'expression de Daniel Tanuro. Hein. Tanuro, c'est un spécialiste des questions écologiques. Je vous recommande ses ouvrages qui sont absolument remarquables. Et l'un de ses ouvrages est intitulé Trop tard pour être pessimiste. Je trouve que c'est un très bon slogan pour aujourd'hui. C'est un petit peu l'idée d'Andreas Malm aussi, autre théoricien extrêmement intéressant de ces questions-là. Donc si on considère qu'on vit aujourd'hui un basculement historique qui interdit finalement de rester spectateur, il faut arriver à penser la sortie hors de ce capitalisme du désastre, et là j'emprunte l'expression à Naomi Klein. Car vraiment désormais on se rend compte, en tout cas les plus conscients d'entre nous se rendent compte, c'est lui ou nous. Hein. Et nous, justement, c'est toute la question. Qui est ce nous? C'est qui? C'est quoi? Comment nous organiser? Comment nous fédérer sans subordonner ni asservir les différentes composantes de ce collectif? J'y viendrai à la fin, mais c'est un peu le but de cette présentation. Hein. Comment arriver à respecter l'autonomie des luttes, à l'image de ce que Marx appelait l'autogouvernement des travailleurs, hein, parce qu'après tout, le communisme, c'est ça, c'est des formes d'autogestion et d'autogouvernement. Donc il faut bien aussi que dans les combats qu'on mène, ces formes d'autonomie existent. Mais comment faire en sorte que ces combats, en même temps, soient reliés et fédérés, et ne partent pas chacun dans leur coin, et puis encore ne s'opposent pas ou ne s'excluent pas les uns les autres, comme c'est parfois un petit peu le cas. Donc je vous propose de m'arrêter dans ce qui suit, sur l'approche de Marx, qui me semble donc indispensable, non pas seulement pour comprendre, hein, mais pour lutter. Encore une fois, une analyse des contradictions du réel et une analyse des brèches que ces contradictions offrent à l'intervention politique, à condition évidemment de les repérer, de les comprendre et de construire notre stratégie là-dessus. Donc ça s'appelle la dialectique, hein, c'est un mot qui a été diabolisé, qui le reste au moins autant que le terme de communisme, et qui me paraît extrêmement précieux aussi pour dire cela, on n'a pas d'autre en tout cas. Et je crois que le communisme, c'est rien d'autre finalement que la version la plus élaborée de la dialectique historique. C'est pas une solution,
Mais c'est une voie à construire, c'est une voie conflictuelle, forcément conflictuelle, hein. Les luttes de classe sont vraiment le cœur de l'affaire. Et c'est une voie qui doit évidemment développer la conscience de la puissance de l'adversaire et de son absence totale de scrupules, de sa dimension génocidaire, hein, aujourd'hui. Je vais parler de la Palestine dans un instant. Il n'y a pas que la Palestine, dimension véritablement exterminatrice, sans aucun scrupule des forces que nous avons en face de nous. Donc, je vais parler là de la question environnementale et en plaçant mon exposé d'abord sous le signe de la Palestine, parce que je crois que bien des choses se relient là, dans ce contexte. Aujourd'hui, bien sûr, la guerre est partout, hein, elle se rapproche, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, les interventions militaires des États-Unis un peu partout dans le monde aujourd'hui, l'embargo et la tentative de faire tomber Cuba. Donc tout ça relève d'une même logique qui n'est pas simplement la folie de Trump, hein, mais qui est vraiment aussi derrière une hégémonie états-unienne, impérialiste, voilà, qui tous azimuts essaye d'imposer sa domination fragilisée par la montée de la Chine, hein. C'est bien ça, évidemment, l'adversaire principal des États-Unis. Donc, dans cette situation, je crois que le cas de la Palestine est un cas particulièrement exemplaire, parce que ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est un génocide doublé d'un écocide. C'est les deux en même temps. C'est la même chose en Iran d'ailleurs, hein. On a des bombardements qui atteignent des installations pétrolières et qui produisent des pollutions telles qu'on sait que les populations civiles là vont développer des cancers de façon absolument massive. Alors, en Palestine, c'est le cas depuis très longtemps. Je m'appuie sur un article particulièrement documenté, mais qui date de 2024, d'une chercheuse qui s'appelle Farah Al-Rattab, et qui écrivait dès 2024. Donc, il faut actualiser tout ça. Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais voilà, vous allez avoir une petite idée. Les émissions, dit-elle, immédiates de carbone dues à la guerre sont stupéfiantes, avec une émission moyenne de 536 410 tonnes de dioxyde de carbone au cours des 120 premiers jours de la guerre. Hein, donc on est très très loin dans le temps. 90% de ces émissions sont attribuées au bombardement aérien et à l'invasion israélienne terrestre de Gaza. Et les bombardements intensifs ont entraîné des contaminations par les métaux lourds. Alors ces chiffres ont vieilli, s'y ajoute évidemment la privation d'accès à l'eau, hein, la guerre de l'eau, la dégradation des terres, la destruction du bétail, des oliviers. euh, la région en même temps subit un réchauffement climatique qui est presque 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Gaza, par ailleurs, est un champ de ruines, hein, on a tous vu les images, où les habitants qui ont survécu respirent une poussière qui, là aussi, est cause de maladies respiratoires et de cancers de façon absolument massive. Et Farah Al-Khattab ajoute les systèmes et installations de gestion des égouts, des eaux usées, des déchets solides se sont effondrés. Des milliers de tonnes de déchets s'accumulent dans les décharges informelles à travers la bande de Gaza et les eaux usées non traitées se déversent dans la mer. Et bien sûr, il faut ajouter que les massacres continuent aujourd'hui, après des centaines de milliers de morts, et maintenant dans le silence assourdissant des médias, mis à part pour dénoncer tous ceux qui s'opposent à ces massacres et à cette extermination et à ce génocide qui continue. Donc, encore une fois, hein, à l'heure où je parle, Rima Hassan a été placée en garde à vue. Quel rapport avec le thème de cette rencontre? Eh bien, je crois que là, avec la Palestine, on voit bien que c'est la vie même qui est en jeu, celle des humains, celle de la nature, alors que le capitalisme est entré dans une phase de destruction accélérée, de répression, de militarisation pour se maintenir quoi qu'il en coûte. On prend une expression fameuse, face aux crises, c'est ce qu'il engendre lui-même. Et ensuite, c'est évidemment notre capacité à intervenir dans cette histoire qui est en question. Aujourd'hui, l'utilité et la pertinence d'une théorie, hein, qui peut sembler bien loin de ce que je viens de décrire, la pertinence de la théorie, ça se mesure à cet événement, je crois, et à cette histoire qui a pour nom Palestine et qui concentre donc toutes les dimensions de la crise en cours. Et c'est justement cette combinaison que le marxisme s'est toujours donné pour objet et qui fait son originalité par rapport à d'autres approches. Je voudrais mentionner en passant un petit livre extrêmement puissant que je vous recommande d'Andreas Malm qui s'appelle Pour la Palestine comme pour la Terre. Très beau titre, hein, comme pour la Palestine comme pour la Terre, paru aux éditions La Fabrique. Et Andreas Malm développe cette analyse qu'il a déjà produite dans des ouvrages très importants auparavant. Son livre s'ouvre sur les années 1840 et traite du tournant qui a été provoqué par l'utilisation de bateaux à vapeur par l'armée britannique
lors de sa conquête impérialiste du Proche-Orient et qui s'accompagne des premiers massacres de la population palestinienne. On trouve tout là. On trouve l'impérialisme britannique, on trouve l'utilisation des énergies fossiles, on trouve la militarisation, la colonisation, les massacres de populations civiles. Et il se trouve que cette époque, 1840, c'est aussi celle des premières œuvres de Marx dans un contexte tout à fait différent. Marx est prussien, mais qui porte elle aussi sur l'expansion du capitalisme et sur le nouveau rapport des êtres humains à la nature que ce capitalisme va instaurer. Et Marx est un des auteurs, on l'a longtemps méconnu, ça, mais maintenant on le sait, un des auteurs les plus pertinents pour approcher ces questions de la dégradation de la nature. Alors, je voudrais, en focalisant, pas le temps d'aborder d'autres auteurs, mais en focalisant sur Marx et sur quelques étapes de sa réflexion, essayer de montrer qu'il y a des approches chez lui qui sont encore fécondes pour nous, précisément parce qu'elles sont stratégiques, précisément parce qu'il ne s'agit pas simplement de diagnostiquer une catastrophe, mais de voir comment le capitalisme, en produisant cette catastrophe, est aussi pris dans des contradictions qui sont les siennes et qu'il ne cesse de reproduire à une échelle toujours plus large, hein. L'idée est relativement simple, c'est qu'en saccageant la nature et en saccageant l'humanité, il saccage les ressources dont il a besoin pour exister. Donc d'un certain point de vue, il sape aussi ses propres bases et il se retrouve pris dans cette contradiction géante qui le pousse à l'expansion et qui ne fait qu'aggraver en permanence les contradictions dans lesquelles il est pris depuis sa naissance. Alors, Marx a proposé une matrice théorique et stratégique qui développe cette question-là et qui s'intéresse, à- enfin, qui laisse de côté, plutôt, on va dire ça comme ça, qui laisse de côté la question de la convergence des luttes par laquelle j'ai commencé, qui s'intéresse à ce qui est le cœur du capitalisme, mais qui va peu à peu s'ouvrir à cette question justement de ces diverses, de ces multiples dimensions qui sont celles d'un capitalisme qui entraîne avec lui donc des dégâts écologiques, mais aussi du racisme, la domination des femmes, même si vraiment c'est pas la question sur laquelle Marx a le plus travaillé, loin de là, du colonialisme, de l'esclavagisme, etc., etc. Pour prendre un premier point, chez Marx, il paraît euh, porteur d'une approche encore très intéressante. Je voudrais très rapidement, c'est plus une incitation à découvrir ça un petit peu plus, hein, si cela vous intéresse, mais m'arrêter sur une expression qu'on trouve dans les textes de Genèse de Marx, qui est une expression qui paraît un peu opaque, hein, au premier abord, même complètement opaque. La nature, dit-il, c'est le corps non organique de l'être humain. Alors c'est une expression qui est intéressante, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que dire que c'est la nature, que la nature est le corps non organique de l'être humain, a été considéré par un certain nombre de commentateurs comme une affirmation productiviste. Si la nature est notre corps, on fait ce qu'on veut. Je fais ce que je veux de mon propre corps et je peux faire ce que je veux de la nature puisqu'elle m'appartient. Or, c'est pas du tout ça que Marx disait. Et Marx, donc, on est dans les années 1840, il est tout jeune, et puis surtout, il n'a pas devant les yeux le saccage de la nature que nous voyons. Mais son idée est la suivante, c'est que la nature, c'est pas autre chose que l'humanité, et en même temps, ça n'est pas l'humanité. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont nous sommes issus. Marx va découvrir avec une joie immense d'ailleurs, hein, la théorie darwinienne quand les textes de Darwin vont paraître, mais il a déjà cette idée en matérialiste qu'il est que l'être humain est un produit de l'histoire de la nature. Et donc, nous sommes nous-mêmes les résultats de cette évolution naturelle, mais nous sommes aussi dans un rapport à la nature qui fait que la nature n'est pas une chose située face à nous, mais qu'elle est en interaction constante avec nous. Et tout cela est construit historiquement. Cette interaction avec la nature est une construction historique qui passe par des étapes extrêmement différentes que Marx va appeler des modes de production. Et ces modes de production sont des relations toujours au travail, à la façon de produire, bien évidemment, ce qui les définit, mais toujours aussi à la nature. Ce sont des rapports à la nature qui sont toujours spécifiques. Donc cette idée d'un corps non organique de l'homme, je trouve qu'elle est extrêmement précieuse pour penser, pour éviter deux écueils, on va dire comme ça. Le premier écueil, c'est de penser que la nature, c'est un stock de ressources à disposition, à peu près illimité, à peu près infini, et dont on ne se préoccupe pas des capacités de reproduction. Ça, c'est le point de vue capitaliste qui fait qu'aujourd'hui, les différentes limites qui indiquent la capacité de la nature à se reproduire sont dépassées. Et qu'on arrive, donc il y a le fameux jour du dépassement, complètement angoissant, hein, qui fait que de plus en plus tôt dans l'année,
on épuise les ressources naturelles en empêchant leur capacité à se reproduire. Donc ce regard capitaliste sur la nature, ce n'est pas le corps non organique de l'homme, c'est un stock de ressources qu'on peut utiliser. Et puis l'autre regard qui est montant aujourd'hui dans une certaine écologie, on va dire un peu poétique, un peu littéraire, mais qui est profondément politique en fait, consiste à préconiser une espèce de retour à une harmonie qui aurait été perdue, à une fusion avec la nature, devenir ours, devenir fleuve, se faire forêt, embrasser les arbres, etc. J'ai rien contre le fait d'embrasser les arbres, c'est pas mon truc, mais voilà. Ça peut être tout à fait sympathique. Simplement, si c'est présenté comme une option politique qui est le nec plus ultra de l'écologie, là, ça me pose problème. Parce que c'est une façon de contourner ce qui est justement dans notre interaction avec la nature, une interaction massivement liée à une histoire qui est une histoire de la production et dont on ne peut pas faire l'économie, bien évidemment, qu'on ne peut pas contourner. Donc voilà, cette notion-là chez Marx, elle me paraît être un outil, je développe pas plus, mais qui peut être repris et retravaillé. Alors c'est ce que lui va faire, et ça c'est mon deuxième point. Il va le faire au cours des années 50, des années 1850, hein, bien sûr, qui sont les années de la rédaction du Capital. Il commence la rédaction de ce grand ouvrage qui est le Capital, donc qui a pour sous-titre une critique de l'économie politique, et qui va s'inscrire non pas sur un terrain économique, comme on croit parfois, strict, mais sur un terrain de critique de l'économie politique. C'est-à-dire pour Marx, la politique est toujours là, hein, c'est vraiment son axe même majeur. Et cette politique, elle suppose qu'on ait un rapport critique à l'économie bourgeoise, aussi bien comme discipline que comme réalité. Donc, quand il entreprend la rédaction du Capital dans les années 1850, Marx continue, et plus que jamais, en fait, de s'intéresser à la nature, et il va commencer à mieux comprendre là que le capitalisme a besoin de deux ressources fondamentales qu'il va en permanence piller, ou plus exactement vampiriser. Hein, dans le Capital, on trouve cette image du vampire qui traverse un peu toute l'œuvre, qui est une image du roman gothique de l'époque de Marx. Marx lit tout, quoi. C'est un grand amateur de littérature. Il lit aussi la littérature de fantômes, de châteaux hantés, de vampires. Voilà. Donc le communisme est un spectre et le capitalisme est un vampire. Donc ce vampire vient piller, vient sucer le sang vivant à la fois des travailleurs et de la nature. Ce faisant, s'en nourrit, capte une vie dont lui-même ne dispose pas, qui lui permet de se reproduire et de s'étendre, mais ce faisant, tue ses victimes. Donc, le drame du vampire, c'est que bah, une fois qu'il a tué tout le monde, il n'a plus rien, hein, évidemment, à se mettre sous la dent, c'est le cas de le dire. Et cette contradiction-là, Marx la voit monter progressivement, alors que, encore une fois, on n'est que au milieu du 19e siècle et que, bien sûr, il est en Angleterre à ce moment-là, les dégâts sur la nature sont plus marqués, mais il anticipe vraiment de très loin et il va employer à ce moment-là une expression qui est là aussi très riche et très pertinente, qui est l'idée de rupture de métabolisme. Alors, pareil, c'est une expression un petit peu technique. L'idée de métabolisme, c'est une idée qui est empruntée à la physiologie. Notre métabolisme, c'est notre relation à un monde extérieur, à un environnement avec lequel nous avons des échanges de nourriture, de gaz, d'oxygène, voilà, de tous les besoins qui nous permettent de continuer à vivre. Et le capitalisme, comme toutes les formes d'organisation de l'humanité, est en interaction métabolique avec la nature. La nouveauté du capitalisme pour Marx, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, ce métabolisme avec la nature est un métabolisme qui interdit une interaction durable avec ce monde naturel, mais profondément destructeur, au point qu'on peut, dit Marx, anticiper à un moment donné bah, la destruction finale de la nature. Donc c'est la première fois que l'humanité se retrouve euh, organisée, disons, par des conditions de production et d'appropriation qui sont des conditions non tenables parce que détruisant la nature. Et Marx dit dans le Capital, épuisant les deux sources de toute richesse, dit-il, la terre et le travailleur. C'est-à-dire à la fois détruisant la nature, hein, la terre est voilà, métonymie hein, de l'ensemble de la nature, et puis les travailleurs, voilà, l'humanité elle-même et la part de l'humanité qui travaille, mais l'humanité elle-même, à terme, détruite aussi par ce capitalisme. Donc on a une analyse qui, dès les années 1850, présente cet enjeu, et nous, aujourd'hui, on est au cœur de cette affaire-là, mais qui le présente comme une question politique, pas comme une question de quelque chose qui serait lié, ben, je ne sais pas, au déchaînement de la technique, par exemple, hein, au cours du XXe siècle, un certain nombre d'auteurs ont dénoncé la technique, la technoscience, voilà.
Marx analyse des rapports sociaux qui sont des rapports de production et qui sont l'explication pour laquelle cette dégradation de la nature et des hommes a lieu. Et puis, dans les années 1850, ce qu'il découvre de façon la nouvelle par rapport aux années antérieures, c'est l'importance de la colonisation. À tel point que Marx va expliquer que le colonialisme est le vrai lieu de naissance du capitalisme et que cette colonisation, c'est du génocide organisé, bien sûr, c'est du massacre organisé, mais c'est aussi une manière de gérer une force de travail en grande partie gratuite, là, ou très peu chère, qui va permettre l'enrichissement des métropoles capitalistes. Donc pour Marx, ça va être inséparable, et le combat qu'il va mener contre l'esclavage au moment de la guerre de sécession aux États-Unis, euh, pour lui, est un combat qui est central dans le capitalisme. C'est pas simplement un antiracisme pour des raisons d'éthique. Ça l'est bien évidemment, hein, c'est important. Mais c'est aussi parce que cet esclavage-là est au cœur de l'accumulation capitaliste et qu'il ne disparaît pas. Et que Marx entrevoit quelque chose dont, là aussi, on peut mesurer la pertinence. Quand il était dans les années 1840, au moment du manifeste, par exemple, il pense que le mode de production bourgeois va se généraliser et va développer partout les mêmes conditions de production, et donc à peu près les mêmes rapports sociaux partout dans le monde. Et quand il écrit Capital, il pense que pas du tout. Il pense que, à l'inverse, le capitalisme a besoin pour exister de créer des différences et des inégalités à l'échelle du monde et de maintenir donc l'existence de vieux modes de production qu'il met sous sa coupe, qu'il met sous sa domination, mais qu'il maintient de façon à obtenir justement ces inégalités qui font fonctionner le moteur, hein, qui permettent justement d'avoir des richesses à très très bon marché. Donc le rôle de l'esclavage, la permanence du racisme, la domination des femmes, encore une fois, il en parle assez peu, il en parle un petit peu quand même, hein, mais il en parle assez peu. Mais tout cela, ce sont des modes de relations, de domination et d'exploitation qui ne sont pas en train de se résorber parce qu'ils seraient en décalage avec un capitalisme porteur de modernité et d'égalité, mais qui sont fondamentales en fait pour ce capitalisme qui a besoin justement de préserver ces formes anciennes de domination pour permettre, encore une fois, sa propre expansion. Donc cette analyse-là, elle va aussi mettre en place un certain nombre d'éléments qui sont pour nous précieux aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi le capitalisme il est à la fois très cohérent et pourquoi en même temps il procède à cette diversification, à cet éclatement aussi des formes sociales, des formes de domination, des formes d'exploitation, et pourquoi il divise celles et ceux qui le dominent. Alors ça, c'est le coup de génie, sans qu'il y ait un génie derrière, hein, mais c'est la puissance extrême de ce mode-là, c'est d'être capable de disperser ses adversaires, hein, de les diviser et de faire en sorte que, en permanence, la guerre se font les travailleurs les uns avec les autres empêche justement une perspective d'émerger. Alors, pour Marx, ce constat-là, encore une fois, n'est pas un constat définitif qui consiste à dire, bah voilà, c'est fichu, hein, le capitalisme nous divise, donc on n'y arrivera pas. Pas du tout. Son idée en écrivant Le Capital, c'est que l'analyse justement de cette situation donne des armes pour, à un moment donné, réussir à fédérer tous ceux qui subissent ces dominations et ces formes diverses d'exploitation. Lui est un militant, il parie là-dessus, non seulement il parie là-dessus en tant que théoricien, mais il participe très activement, on l'oublie souvent, hein. Il est l'un des fondateurs de la Première Internationale, il va participer à de nombreux meetings, il participe à des luttes tout à fait concrètes, et il est tout à fait convaincu que faire de la théorie d'un côté et militer de l'autre, non seulement c'est pas incompatible, mais c'est inséparable en fait, c'est absolument indissociable. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est une des grandes leçons qu'on peut tirer de cette analyse qui ne cesse de placer malgré tout le salariat au cœur, hein, de son approche du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est pas seulement du racisme, du sexisme et de la dégradation de la nature, c'est de l'exploitation salariale de la force de travail. Et que le salariat, pour Marx, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut maintenir, quelque chose qu'il faut critiquer, parce que c'est le fait de contraindre les individus à vendre ce qui n'est pas une marchandise, à savoir nos forces de travail, et là aussi, une contradiction sur laquelle je vais m'arrêter, qui est, je pense, la contradiction politique par excellence. Cette contradiction-là, elle est extrêmement précieuse à comprendre parce qu'elle est un des talons d'Achille, on va dire, du capitalisme. Alors, pour préciser un petit peu ce point, pour Marx, le capitalisme, donc, c'est un système qui a
progressivement, hein, au cours de l'histoire, séparer les travailleurs de leurs moyens de production. Si on compare au féodalisme, dans le féodalisme, on possède sa houe, sa charrue, sa vache, voilà. Bon. Dans le capitalisme, on possède rien d'autre que sa force de travail et par l'intermédiaire d'un contrat de travail, on va non pas vendre cette force de travail, mais la louer pour un temps déterminé. Et l'extorsion de la plus-value, dit Marx, ou de la survaleur, comme vous voulez, va être liée justement au fait que cette force de travail, elle coûte moins cher à reproduire qu'elle ne permet de gagner d'argent quand on la met en œuvre et qu'elle produit des richesses. Je passe un petit peu vite, hein, c'est le secret de la plus-value. Marx a mis du temps à trouver ça. Ça se trouve dans le Capital, tout à fait lisible, hein, dans le livre 1. Le secret de la plus-value, c'est ça, c'est ce décalage. Alors, c'est pas tellement ça qui m'intéresse là, dans la présentation d'aujourd'hui, c'est l'idée suivante, c'est que nous ne sommes pas des marchandises, mais nous vendons nos vies comme des marchandises. C'est-à-dire nous vendons notre temps de travail, après tout notre temps de travail, c'est rien d'autre que notre temps de vie, comme une marchandise à des gens qui l'achètent comme tel, donc des capitalistes, des gens qui possèdent les capitaux. Pour Marx, la contradiction fondamentale, elle est là, parce que la force de travail que nous sommes, le fait que nous soyons des êtres humains avec toutes sortes de dimensions, cette force de travail, elle est produite dans des conditions non capitalistes. Je veux dire, elle n'est pas produite comme une marchandise. Nous ne sommes pas élevés par nos parents comme des marchandises, heureusement. Nous sommes élevés comme des êtres humains. Nous sommes aimés, nous sommes éduqués, nous sommes formés, nous acquérons toutes sortes de capacités, des capacités sociales, toutes sortes de compétences qui n'ont rien à voir avec le fait ensuite de devoir vendre cette force de travail. Cette contradiction entre les deux, elle est au cœur des individus que nous sommes. Elle est au cœur des collectifs que nous formons aussi. Elle reste, elle est indépassable. Le capitalisme ne peut pas dépasser cette contradiction. Et nous, c'est le seul ressort qu'on a pour politiser, à un moment donné, se politiser nous-mêmes et politiser les autres, pour justement faire éclater cette contradiction entre ce que le capitalisme fait de nous, c'est-à-dire des quasi-marchandises, et ce que nous sommes, surtout pas des marchandises, des êtres humains qui veulent profiter de leur temps de vie, finalement assez court sur cette planète, dans une situation à peu près correcte, en respirant de l'air pur, en buvant de l'eau pure et en vivant dans des conditions à peu près dignes. Ce qui n'est pas le cas pour une majorité aujourd'hui des gens sur cette planète. Donc cette contradiction, pour Marx, elle est source de, alors pas de politisation immédiate, mais d'éventuelle politisation parce qu'elle est source de colère, de résistance, de capacités absolument impossibles à éradiquer par le capitalisme, à un moment donné, à refuser cette condition qui est celle de l'esclavage salarié. Hein. Marx utilise souvent le rapprochement, et bien sûr, il est quelque peu choquant hein, à certains égards. Être esclave et être salarié, c'est pas la même chose. Mais esclavage, parce qu'il y a une forme de domination qui ne cesse jamais et dont on ne peut jamais se libérer, et qui écrase les individus. Si on regarde ce qu'est le néolibéralisme aujourd'hui, en raison de la crise d'accumulation qui est la sienne, un des ressorts qu'il a, c'est d'augmenter le taux d'exploitation. Et ce taux d'exploitation, c'est précariser les gens, c'est des conditions de travail absolument atroces dans certaines parties du monde, même en France, hein, il faut aussi bien le voir. Mais c'est tout à fait évident si on prend des parties du monde, l'Inde, la Chine, d'autres pays qui sont vraiment les lieux où la force de travail est utilisée à mort, hein, quasiment, avec des gens qui voilà, sont conduits à une mort précoce à cause de conditions de travail absolument terrifiantes. Donc, c'est pas très différent pour Marx dans certaines situations de ce qu'a pu être l'esclavage. Encore une fois, cette situation pour Marx, c'est le lieu de la prise de conscience. La destruction de la nature ne peut pas être le lieu de la prise de conscience par la nature elle-même. C'est le même mécanisme en fait, mais la nature n'est pas consciente de ce qu'on lui fait. Hein, des gens comme Descola ou d'autres rêveurs plus ou moins pénibles qui expliquent que voilà, c'est du côté d'une agentivité des vivants qu'il va falloir trouver des résistances et que les vaches se battent contre des systèmes de traits mécaniques. Bon, euh, c'est pas de ce côté-là pour Marx qu'il y a des possibilités de résistance. C'est du côté du travail. C'est du côté de toutes les formes de travail, c'est du côté de toutes les formes d'exploitation. Et encore une fois, ces formes d'exploitation sont les formes, dont la forme salariale qui est au cœur du capitalisme, mais toute la constellation des dominations qui l'entourent. Donc la domination des femmes, bien évidemment la domination des femmes. Parce que cette force de travail humaine, elle est formée et reproduite, et on retrouve ici le terme de reproduction, notamment par le travail féminin. Par un travail féminin non rémunéré, et pour ma part, je ne pense pas que le rémunéré serait libérateur et émancipateur, mais un travail féminin non rémunéré,
dans des conditions patriarcales, donc de domination des hommes sur les femmes, très clairement, et qui fait que là aussi, on a quelque chose de contradictoire. On a à la fois des femmes qui sont euh, hors du système capitaliste et qui font dans ce travail domestique des tâches qui ne sont pas des tâches entrant dans le salariat, qui par ailleurs, dans un certain nombre de cas, sont aussi des salariés et qui parfois d'ailleurs effectuent ce travail pour le compte d'entreprises capitalistes. Et dans ce cas-là, on trouve aujourd'hui, par exemple, moi j'habite Paris et c'est tout à fait frappant, dès qu'on va dans les beaux quartiers, on trouve énormément de nounous qui viennent des pays du Sud, qui sont des femmes qui sont précarisées, sous-payées, embauchées par des familles riches pour faire le travail domestique que les femmes de ces familles n'effectuent pas, et pour lesquelles donc elles vont employer des femmes du Sud qui sont doublement précarisées, qui sont aussi des femmes au foyer, hein, qui ont aussi à effectuer ces tâches pour leur propre famille et qui vont voilà, subir des conditions extrêmement difficiles et dures dans les conditions du capitalisme d'aujourd'hui. Tout cela est lié. Un féminisme qui s'intéresse simplement, comme c'était le cas à l'époque de Marx, au droit de vote des femmes, par exemple, hein, les suffragettes, est très très en deçà de cette question-là. Une question féministe qui va s'élargir vraiment à toutes les conditions d'exploitation et de la domination. Et aujourd'hui, le fait que le sexisme ne régresse absolument pas, en dépit des légendes qu'on nous raconte, est lié au fait qu'il y a évidemment dans le capitalisme lui-même des raisons de fond pour lesquelles cette exploitation du travail féminin est un des ressorts de sa reproduction et de son existence. Et là aussi, en détruisant les relations sociales, en faisant porter sur les femmes de plus en plus le poids aussi de la destruction des services publics. Quand on supprime les crèches, c'est sur les femmes que ça se reporte, etc. On peut faire la même analyse, je ne vais pas avoir le temps et je vais aller à ma conclusion directement, mais on peut faire la même analyse évidemment pour ce qui est du racisme et de la manière dont le racisme n'est pas un simple préjugé, mais un racisme structurel qui permet de dominer des catégories sociales, de précariser, d'obtenir une force de travail à coût réduit et de créer aussi une division entre les travailleurs sur ce terrain-là. Donc là aussi quelque chose de très puissant et dont la prise de conscience permet aussi un peu mieux, en tout cas, de voir comment on peut se battre sur ce terrain-là, sans faire des leçons de morale ou sans faire de la pédagogie, mais en ayant bien conscience de l'enracinement, justement, de ce racisme et de ce sexisme dans les conditions structurelles du capitalisme lui-même. Je ne sais pas combien de temps on peut... Ben, théoriquement, ça devrait être fini, mais pour combien de temps vous en avez encore, à votre avis? Je pense 5 minutes, c'est possible? oui, oui, je pense, hein. Même pas, je pense. C'est le point de Je, conclusion, je- vraiment, je sur des consulte questions. l'Assemblée pour... oui, vous êtes d'accord, on se donne 5 minutes de plus. Ok, allons-y, allez-y. Donc, pour terminer et conclure sur mon dernier point et de soumettre tout ça à la discussion, bien sûr, je crois que c'est, voilà, sur ce plan-là, je suis allée un petit peu vite, hein, certainement, mais que la question du communisme devient vraiment une question politique, c'est-à-dire une question qui est celle des mobilisations, des formes de transition, de la manière dont on passe, dont on sort du capitalisme et dont on passe à autre chose. Pas un projet clé en main qui est destiné à rester sur le papier, et pas simplement donc un label d'organisation, mais quelque chose qui est une dynamique conflictuelle qui est greffée sur le capitalisme lui-même, qui est enracinée dans le capitalisme lui-même et qui vient chercher ses zones de faiblesse. Donc, qui suppose qu'on repère et qu'on ait une analyse théorique pour ça, surtout quand on est militant, et puis qu'on soit capable aussi d'entraîner et d'entraîner dans des luttes et des luttes fédératrices toutes ces causes dont je viens de parler. Et c'est évidemment là que le bas blesse, c'est évidemment là que ça ne se décrète pas, hein, que tout ça ne se fait que sur le terrain pas comme je le fais là en parlant. Mais je crois vraiment que c'est important d'avoir cette idée que fédérer les luttes, c'est possible, à condition d'abandonner deux idées qui sont deux idées opposées, qui sont tous les deux des impasses. D'abord, l'idée que les luttes éclatées, c'est très très bien. Ça, c'était vraiment un peu la tendance des années 60-70, hein, l'idée que contre une critique du capitalisme, on va chercher des sujets historiques alternatifs. Les femmes, la plèbe, les étudiants, les travailleurs intellectuels, voilà, il faut diviser, qu'il faut se séparer, qu'il faut voilà, chercher des causes qui sont éclatées et séparées les unes des autres. Je pense que ces théorisations-là, qui ont assez mal vieilli, sont surtout un écho de ce que le capitalisme lui-même a su faire. Sont plus un effet en miroir de ces divisions que le capitalisme néolibéral, en train de s'installer dans les années 70, a su faire, à savoir diviser la force de travail. Et puis l'autre défaut,
Et l'autre échec, c'est celui d'une certaine gauche qui se réclame du marxisme d'ailleurs à certains égards, c'est de penser que la question du travail étant centrale, la seule façon de fédérer les luttes, c'est de les arrimer aux luttes ouvrières classiques et traditionnelles et avec l'idée qu'il y aurait un primat de ces luttes-là et que le reste est secondaire. J'ai été longtemps militante au Parti communiste, je ne le suis plus, mais j'ai entendu pas mal cette petite musique aussi. De dire la question des femmes, on verra plus tard, la question des homosexuels, on verra plus tard, la question des personnes qui subissent le racisme, on verra plus tard. Je ne dis absolument pas que c'est la doctrine ou que c'était la doctrine officielle, mais on sent très bien qu'il y a un débat et un débat interne au PC aujourd'hui, et pas que au PC, qui porte aussi là-dessus, sur une idée, à mon sens, extrêmement étroite et stérile, de l'idée que la classe ouvrière serait quelque chose comme une définition sociologique figée, avec ses attentes, et qu'on considérait comme des consommateurs de politique auxquels il faut servir ce qu'ils attendent, avec pas mal de mépris derrière, sur qui sont les gens auxquels on s'adresse comme ça. Alors qu'en fait, quand on est sur le terrain, et j'y suis, hein, je suis militante politique et syndicale, quand on est sur le terrain, on s'aperçoit bien que la complexité des gens, elle est bien, bien supérieure. Et que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est d'arriver à un moment donné à faire ce travail politique de façon extrêmement respectueuse des gens qu'on a en face, mais en essayant à un moment donné de porter cette idée anticapitaliste, cette idée que le capitalisme rassemble toutes ces contradictions et que nous, au milieu, il va bien falloir à un moment donné qu'on les combatte toutes en les prenant par un coin. Pas tout en même temps, bien sûr, en les prenant par un angle et en essayant d'avancer sur ces différentes questions. Donc je crois qu'il faut vraiment, de ce point de vue-là, non pas réciter du Marx, hein, moi ça m'intéresse pas, et puis surtout ça a été un Marx fossilisé par les traditions staliniennes, ou voilà, très très éloigné de ce qu'il était, mais trouver chez lui une inspiration qui est justement cette conception dialectique de l'action politique, de la manière dont on peut s'insérer justement dans ces contradictions et essayer de rassembler sans opposer et sans subordonner. Voilà. Je crois qu'on fait tous un petit peu ça, hein, mais le travail théorique fait partie, à mon avis, de cette approche-là. Et il ne s'agit pas de trouver non plus chez Marx lui-même la clé de tout ça, hein. Il ne connaît absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais je crois qu'on a besoin aussi d'un outillage conceptuel et d'un outillage conceptuel stratégique pour comprendre justement comment le capitalisme est capable à la fois de se diversifier et puis de conserver son unité. Alors que nous, on se diversifie et on perd parfois ce sens de la totalité qui est celui de notre adversaire. Donc, vraiment, toutes ces dimensions de la vie individuelle et sociale, ce sont les ressorts du communisme au présent, c'est-à-dire d'un communisme qui est un combat, qui est une façon de mener le conflit social jusqu'à son terme, hein. Marx disait ça, le communisme, c'est voilà, mener la lutte des classes jusqu'à son terme, disait-il. C'est pas simple, c'est long, il n'a jamais promis grand soir, il a toujours promis un processus long, heurté, avec des reculs en arrière, des avancées. Voilà, on est plus que jamais dans cette situation-là. C'est le travail qui nous reste à faire et je m'arrête sur ce vaste projet. Je vous remercie pour votre attention.